On l'appelle l'un des plus beaux oiseaux d'Europe. Les peintres de la Renaissance le représentaient dans les mains du petit Jésus. Les compositeurs ont imité son chant. Les poètes lui ont dédié des vers. Et pourtant, ce même petit oiseau élégant, presque joyau vivant, est capable de déchirer un rival jusqu'au sang pour une poignée de graines de chardon, un séducteur au tempérament de voyou de quartier, un chanteur qu'on aveuglait autrefois avec une aiguille chauffée à blanc pour qu'il chante sans jamais s'arrêter. Symbole de douceur en peinture, victime de cruauté dans la vraie vie. Aujourd'hui, s'en fait sur le chardonneret élégant. Un oiseau qui survit à des combats mortels, inspire les plus grands peintres, et pourtant disparaît peu à peu de nos jardins. Restez jusqu'au bout vers le milieu de la vidéo, un fait m'attend enfin, vous attend qui a littéralement bouleversé l'idée que je me faisais de ce que ce petit oiseau est capable de faire. On y va. Bienvenue sur Secret de la nature sauvage. Fétin, le chardonneret élégant est l'un des rares passereaux qu'on peut reconnaître au premier coup d'œil, sans jumelles. Visage rouge bordé de noir et de blanc, éclat doré sur les ailes, dos brun beige. Ce n'est pas un perroquet tropical. C'est un oiseau qui vit dans votre jardin, en périphérie de la ville, dans le parc où vous allez déjeuner. Vous ne l'avez peu, être simplement jamais regardé d'assez près. Moi-même, je suis passé pendant des années à côté de lui, jusqu'au jour où je me suis arrêté près d'un buisson de chardon, où j'ai aperçu une tache rouge parmi les épines, et j'ai compris qu'avant, je regardais sans voir. Ce sont deux choses différentes. Fait d'eux. Le nom latin du chardonneret élégant est Carduelis carduelis. Le genre et l'espèce viennent tous deux du latin cardus, qui signifie chardon. La science a donc littéralement baptisé cet oiseau l'amoureux du chardon, et ce n'est pas un hasard. Les graines de chardon sont sa nourriture principale, son obsession, son mode de vie. Carl von Linné, qui lui a donné ce nom en 1758, avait manifestement observé le chardonneret assez longtemps pour comprendre que l'oiseau et la plante ne faisaient qu'un. Le français porte d'ailleurs la même trace. Le mot chardonneret vient tout simplement de chardon, fait 3. La longueur du corps d'un chardonneret élégant adulte va de 12 à 13 cm. C'est un peu moins que la paume d'une main d'adulte. L'envergure des ailes est de 21 à 25 cm, à peu près la longueur d'une règle d'écolier. Posez une règle sur votre table, regardez-la. C'est l'espace qu'occupe un chardonneret aile déployée, et cela lui suffit pour parcourir des dizaines de kilomètres par jour. Fait 4. Le chardonneret pèse entre 14 et 19 grammes. Imaginez une cuillère à soupe de farine. C'est à peu près le poids de tout l'oiseau vivant plumes, os, muscles, un cœur qui bat et une voix audible à 100 mètres. Ou prenez 2 feuilles de papier de bureau, environ 10 grammes. 3 feuilles, 15 grammes. Le chardonneret, c'est donc 3 feuilles de papier qui volent, chantent et se battent. Fait 5. Le chardonneret appartient à la famille des fringillidés. Ses plus proches cousins sont les pinsons, les tarins, les linottes et les canaris. Une famille, il faut le reconnaître, très musicienne. Les fringillidés comptent environ 228 espèces, et parmi elles, presque aucun oiseau silencieux. Si la famille des passereaux est un orchestre, les fringillidés en sont les solistes. Fait 6. On dénombre environ 14 sous-espèces de chardonnerets élégants dans le monde, même si le chiffre exact dépend du taxonomiste interrogé. Certains scientifiques en comptent 14, d'autres, en séparant le chardonneret à tête grise comme espèce à part entière, n'en retiennent qu'une dizaine. La taxonomie est une science vivante, et les oiseaux, eux, ne s'y plient pas vraiment. Ils ignorent qu'on débat d'eux dans un bureau universitaire. Ils vivent, chantent et s'accouplent avec qui bon leur semble. Fait 7. Toutes les sous-espèces se divisent en 2 grands groupes, occidentale, Carduelis, avec une calotte noire sur la tête, et orientale, Caniceps, à calotte grise. La frontière entre les deux traverse à peu près l'Asie centrale, et dans la zone de contact, les oiseaux s'hybrident sans problème. La nature n'a pas lu les manuels de systématique. En 2012, une équipe de chercheurs a publié une analyse génétique montrant que ces 2 groupes divergeaient depuis plus de 2 millions d'années, et pourtant, leurs hybrides restent parfaitement viables. 2 millions d'années de séparation, et quand ils se retrouvent, c'est comme si rien ne s'était passé. Fait 8.
Le chardonneret élégant peuple toute l'Europe, l'Afrique du Nord et l'Asie occidentale et centrale. Son aire de répartition s'étend des îles Britanniques jusqu'à l'ouest de la Chine, de la Scandinavie aux îles Canaries. Pour un oiseau de la taille d'un doigt, une géographie impressionnante, environ 30 millions de kilomètres carrés, un territoire que certains empires n'ont jamais réussi à conquérir et qu'un oiseau pesant une cuillère de farine a occupé sans effort. Fait 9. Mais cela ne lui suffisait pas. L'homme l'a emmené en Australie, en Nouvelle-Zélande, sur les 2 continents américains, aux Bermudes et aux Açores. Partout où il s'est retrouvé, il s'est adapté. Un oiseau cosmopolite, aussi à l'aise dans les jardins de Melbourne qu'en périphérie de Buenos Aires. Ce sont les colons européens qui ont introduit le chardonneret en Australie au milieu du XIXe siècle, tout simplement parce que son chant leur manquait. La nostalgie du pays natal, multipliée par la détermination coloniale, a offert au chardonneret un continent entier. Fait 10. Chez le mâle, le masque rouge du visage est un peu plus grand et plus vif que chez la femelle et dépasse légèrement la ligne de l'œil. Chez la femelle, il s'arrête exactement au niveau de l'œil. La différence est si subtile que même des ornithologues expérimentés s'y trompent parfois, mais les chardonnerets, eux, ne se trompent jamais. Une étude menée en Espagne a confirmé que la taille de la tache rouge est un signal sexuel fiable, décodé par les oiseaux en une fraction de seconde. Ce pourquoi l'humain a besoin d'une loupe, le chardonneret le voit instantanément. Fait 11. Autre différence, les plumes des épaules sont noires chez le mâle, brunâtres chez la femelle. Dans la nature, c'est pratiquement invisible, mais si l'on tient l'oiseau en main pour le baguer, la différence saute aux yeux. Les bagueurs utilisent aussi ce critère avec la longueur de l'aile. Chez le mâle, elle dépasse généralement 82 mm, chez la femelle, elle est plus courte. Mais là encore, il y a des exceptions. Le chardonneret n'aime pas qu'on l'enferme dans des cases. Fait 12. Le bec du chardonneret est un outil d'une précision de joaillier. Longue, conique, effilée, parfaitement adaptée pour extraire les minuscules graines nichées au cœur des capitules épineux du chardon et du pissenlit. Là où les autres oiseaux renoncent, le chardonneret opère comme une pince à épiler. Des observations au microscope ont révélé que la pointe de son bec possède des sillons spéciaux qui aident à retenir les graines glissantes. Ce n'est pas seulement un bec pointu, c'est un bec dont la texture est travaillée au micromètre près. Fait 13. Le chardonneret est l'un des rares passereaux capables de se nourrir la tête en bas. Il agrippe une tige avec ses pattes, se suspend et extrait tranquillement les graines d'une fleur qu'il n'atteindrait jamais en position normale, de l'acrobatie pour déjeuner. J'ai un jour observé un chardonneret suspendu à une tige de chardon pendant près de 3 minutes, se balançant au vent comme un pendule, tout en extrayant méthodiquement, sans une seule pause, graine après graine. Le vent ne le gênait pas. La gravité non plus d'ailleurs. Fait 14. La base de son alimentation, ce sont les graines. Le chardonneret est un granivore presque exclusif. Chardon, pissenlit, topinambour, tournesol, oseille, il consomme les graines de dizaines de plantes différentes. Des chercheurs ont recensé dans son régime alimentaire les graines de plus de 150 espèces d'herbes sauvages. Les insectes, il en mange très peu, presque uniquement pendant la période où il nourrit ses petits. Fait 15. Mais dès l'éclosion des poussins, tout change. Les premiers jours, les tout jeunes oisillons ne reçoivent pas de graines de la part de leurs parents, mais des pucerons, de petites larves et des chenilles des protéines, la matière première sans laquelle le poussin ne grandirait pas. Puis, en grandissant, l'alimentation bascule progressivement vers les graines. La transition dure environ 10 jours et se fait en douceur, jamais brutalement. De moins en moins d'insectes, de plus en plus de graines ramollies issues du jabot. Les parents accompagnent en réalité leurs petits dans ce changement d'alimentation, avec autant de précautions qu'un pédiatre passant un bébé à l'alimentation solide. Fait 6. Aux mangeoires françaises et européennes, les chardonnerets raffolent des graines de niger, souvent vendues sous le nom de niger ou niger. Chose amusante. Il s'agit des graines d'une plante africaine, la niébé oléagineuse abyssinienne, qui n'a strictement aucun rapport avec le chardon, mais peu importe pour l'oiseau. Petites, grasses, huileuses. Elles font parfaitement l'affaire.
Avant leur vente en Europe, les graines de Niger subissent un traitement thermique pour ne pas germer sous nos climats. Le chardonneret, quant à lui, se moque bien des réglementations phytosanitaires. Fait d'ICEP. La teneur en matière grasse des graines de Niger va de 35 à 45%. Une véritable bombe énergétique. À titre de comparaison, les graines de tournesol contiennent environ 50% de matière grasse, mais elles sont bien plus grosses et demandent un effort pour être décortiquées. La graine de Niger, le chardonneret l'avale entière. Pour un oiseau de 6 grammes, chacune de ces graines représente un vrai repas. Fait 18. Les chardonnerets se nourrissent en groupe. En hiver, ils se rassemblent en bandes de 40 individus ou plus, errant dans les champs et les friches à la recherche de plantes grainées. Le spectacle d'une volée de chardonnerets sur un champ de chardon enneigé est l'une des plus belles images de la nature hivernale. J'ai eu la chance de le voir une fois, début décembre, en périphérie d'une petite ville, sur un terrain encore vague qui n'avait pas été loti. 30 ou 40 chardonnerets, perchés sur des tiges sèches, se détachant sur un ciel gris, chacun comme une boule accrochée à un arbre de Noël dénudé. Je m'en souviendrai toute ma vie. Fait 19. En anglais, un groupe de chardonnerets se dit un charme, un enchantement. Le mot viendrait du vieil anglais cirme, signifiant gazouillis, brouhaha d'oiseaux. Les chardonnerets ensorcellent littéralement par le son, et quand on entend une bande de 30 chardonnerets d'un coup, on comprend pourquoi. C'est le seul collectif d'oiseaux en anglais dont le nom soit devenu synonyme de magie. En français, on parle simplement d'une volée ou d'une bande plus sobre, mais tout aussi méritée. Fait 20. L'anglais connaît aussi d'autres noms collectifs pour une bande de chardonnerets. Drum, tambour, troubling, trouve, panthéon. Panthéon. Chacun est une petite poésie à lui seul, mais c'est charme qui s'est le mieux imposé. Il y a là quelque chose de sincère. Les gens qui ont inventé ce mot il y a plusieurs siècles réagissaient exactement à ce qui nous frappe encore aujourd'hui, l'impossible alliance de la beauté et du chaos. Et maintenant, arrêtez-vous une seconde. Écrivez en commentaire si vous avez déjà vu un chardonneret en vrai. Pas en photo, pas sur Internet dans un parc, un jardin, sur un balcon. Si oui, racontez-nous où c'était, ça m'intéresse vraiment. Fait 21. Le chant du chardonneret est rapide, fluide, un tri frémissant tissé de dizaines d'éléments différents. Les scientifiques distinguent jusqu'à 15 types différents de cris et de phrases chantées. Une phrase peut durer d'une demi-seconde à plus de 10 secondes. Un ornithologue britannique qui a enregistré le chant des fringillidés pendant 20 ans a constaté que, parmi tous les fringillidés d'Europe, c'est bien le chardonneret qui possède le répertoire le plus varié. Pas le plus fort, pas le plus beau, mais le plus varié. Fait 22. Dans la structure du chant s'entremêlent des tonalités mélodieuses et cristallines et des éléments plus rêches, bourdonnants. Ce contraste empêche le chant de devenir monotone. Le chardonneret n'est pas seulement un chanteur, c'est un compositeur avec le sens du rythme. Si l'on enregistre son chant sous forme de sonogramme, un graphique où l'axe X représente le temps et l'axe Y la fréquence, on obtient un motif complexe qui ressemble à un électrocardiogramme. Chaque mâle chante un peu différemment et les chercheurs expérimentés savent distinguer certains individus rien qu'à leur particularité vocale. Fait 23. Le cri du chardonneret est un son caractéristique en 3 syllabes que les ornithologues transcrivent souvent par tsi-tsi-tsi, un son qu'on ne confond avec aucun autre. Une fois qu'on l'a entendu, on reconnaît le chardonneret à l'oreille, même sans voir l'oiseau. De nombreux ornithologues de terrain le disent. On entend plus souvent le chardonneret qu'on ne le voit. L'oiseau peut être perché tout en haut d'un platane, invisible dans le feuillage, mais son cri le trahit aussitôt. Fait 24. Ce sont surtout les mâles qui chantent, mais les femelles savent aussi le faire, même si leur chant est plus discret, plus court et plus simple. En captivité, en particulier lorsqu'elles sont élevées seules, les femelles produisent parfois des trilles étonnamment élaborées. Ce phénomène est bien documenté chez les éleveurs d'oiseaux et s'explique ainsi. Privée des signaux sociaux du mâle, la biologie hormonale de la femelle peut se modifier, révélant une capacité de chant jusque-là inhibée, comme si le silence autour d'elle la forçait à s'exprimer. Fait 25.
Des études montrent que les chardonnerets vivant en ville chantent à des fréquences plus élevées que leurs cousins des champs. La ville est bruyante et l'oiseau s'adapte. Il monte le ton pour se faire entendre malgré le vacarme des voitures. Une adaptation en temps réel. Une étude espagnole a montré que l'écart peut atteindre 300 à 400 Hz, à peu près 1,5 ton au piano. Un ajustement minime, mais suffisant pour percer le bruit de fond urbain. Fait 26. Voici ce qui m'a le plus surpris personnellement. Le chardonneret a la réputation d'un vrai bagarreur. Malgré toute sa beauté et sa mélodie, les ornithologues lui reconnaissent, je cite, « un tempérament terriblement querelleur. Les chardonnerets se battent près des mangeoires, même quand 2 places sont libres juste à côté. Ce n'est pas la fin, c'est le principe. J'ai un jour observé une mangeoire pendant une demi-heure dans un jardin. Il y avait 4 perchoirs, 2 occupés, 2 libres, et malgré cela, un chardonneret a dépensé plus d'énergie à chasser son voisin qu'à manger. De l'agressivité pour l'agressivité ou peu, être pour le statut. Fait 27. Les démonstrations agressives du chardonneret comportent plusieurs phases. D'abord, la tête relevée et le cou tendu, un avertissement léger. Puis le cou rentré, le bec ouvert, les plumes plaquées et la queue ébouriffée, c'est déjà une menace sérieuse. Et enfin, l'attaque directe. L'oiseau fonce sur son rival, l'agrippe avec ses pattes et le frappe du bec. Un éthologue britannique de Cambridge, Robert Hinde, a décrit 7 phases distinctes d'escalade de l'agressivité chez le chardonneret. 7 phases davantage que chez certains rapaces. Un petit oiseau magnifique et d'une remarquable constance dans sa colère. Fait 28. L'une des attaques préférées du chardonneret s'appelle l'attaque de remplacement. L'oiseau vole droit vers un congénère posé et atterrit exactement à sa place, l'en délogeant physiquement. Aucune négociation. Il prend simplement la place, un point c'est tout. Cette tactique ne vise pas seulement les membres de sa propre espèce. Les chardonnerets délogent de leur mangeoire les moineaux, les mésanges bleus et même les verdiers, pourtant 10 grammes plus lourds qu'eux. Le culot compense la masse. Fait 29, c'est justement à cause de ce tempérament bagarreur qu'il est déconseillé de garder plusieurs chardonnerets, en couple ou en groupe, dans une même cage. Même dans une volière spacieuse, 2 mâles peuvent se poursuivre jusqu'à l'épuisement. La beauté ne garantit pas la douceur du caractère. Les forums d'éleveurs regorgent de témoignages de ce genre. J'ai mis 2 mâles dans une volière d'1 mètre. Une semaine plus tard, l'un n'avait plus de queue, l'autre plus de plumes sur la nuque. Et ce n'est pas l'exception, c'est la règle. Fait 30. Et pourtant, en pleine nature, les chardonnerets vivent paisiblement en bande l'hiver. Un paradoxe? Pas vraiment. Dans une bande, une hiérarchie s'établit et la compétition pour les ressources se répartit. En cage, il n'y a nulle part où fuir et le conflit s'exacerbe jusqu'à l'extrême. C'est un phénomène bien connu des éthologues. L'espace confiné accroît l'agressivité chez la plupart des animaux sociaux. Le chardonneret n'échappe pas à la règle. Il l'illustre simplement avec une expressivité particulière. Fait 31. Le chardonneret est socialement monogame. Le couple se forme pour une saison de reproduction. Les 2 parents participent au nourrissage des petits, même si c'est surtout la femelle qui s'occupe de la construction du nid. Le mâle, pendant ce temps, assume le rôle de gardien du territoire et de pourvoyeur de nourriture. Une répartition des tâches affinée par des millions d'années d'évolution. Fait 32. Le nid du chardonneret est une véritable œuvre d'art d'ingénierie. Une petite coupe profonde, parfaitement ronde, tissée de fines radicelles, de brins d'herbe, de mousse et de lichense, extérieurement camouflée sous l'écorce et la branche, doublée à l'intérieur de duvets de chardon et de poils. Le diamètre du nid est d'environ 6 à 7 cm, un peu plus grand qu'une balle de ping-pong. Et dans cette petite balle viendront se loger 5 œufs, puis 5 oisillons en pleine croissance. Fait 33. Mais le vrai secret de la solidité du nid, c'est la toile d'araignée. La femelle récolte de la soie d'araignée et l'utilise comme colle et comme armature. Elle relie la mousse à l'herbe avec des fils de toile d'araignée. Elle fixe le nid à la branche avec elle. Pour un oiseau qui construit son foyer tout au bout d'une branche qui se balance au vent, la toile d'araignée n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Le fil de toile d'araignée présente, à épaisseur égale,
Une résistance à la traction comparable à celle de l'acier, tout en restant élastique comme du caoutchouc. La nature n'a jamais inventé meilleur matériau pour un nid destiné à osciller. Fait 34. L'emplacement du nid est choisi haut, sur les branches extérieures des arbres pommiers, ormes, peupliers, platanes loin du tronc. Le nid devient ainsi pratiquement inaccessible aux prédateurs grimpeurs comme les chats ou les martres. La branche plie et le prédateur, trop lourd, n'arrive tout simplement pas jusqu'au bout. Une stratégie risquée, le nid se balance au vent mais efficace. L'évolution a tranché. Le vent est moins dangereux que le chat. Elle avait raison. Fait 35. Une couvée compte généralement de 4 à 6 œufs, minuscules, bleu pâle, marqués de fines taches et de traits rouges violacés. Chaque œuf a la taille d'un ongle de pouce. Son poids avoisine 1,5 g. Pour une femelle qui pèse 17 grammes, pondre 5 œufs revient à produire une masse presque égale à la moitié de son propre poids. C'est comme si une femme de 60 kg produisait en une semaine 30 kg de quoi que ce soit. Fait 36. Seule la femelle couve les œufs. Pendant 12 à 13 jours, elle reste dessus presque sans interruption. Tout ce temps, c'est le mâle qui la nourrit, en apportant les graines directement au nid. Le romantisme version chardonneret, c'est quand quelqu'un vous apporte à manger pendant que vous travaillez. Les chercheurs ont calculé que le mâle effectue entre 6 et 12 allers-retours par heure pour se ravitailler à chaque fois, vole jusqu'à la source de graines, collecte, retour, remise de la nourriture, et ainsi de suite pendant 12 jours d'affilée. Fait 37. Les oisillons naissent aveugles et sans plumes. Les premiers jours, ils dépendent entièrement de la chaleur de leur mère et de la nourriture apportée par les 2 parents. Le nourrissage peut atteindre 20 visites par heure et par parent. Cela signifie qu'un adulte arrive au nid avec une portion de nourriture toutes les 3 minutes. 20 heures par jour de nourrissage et de protection, 4 heures de repos et de sommeil. Et ce, pendant 2 semaines. Fait 38. Après 10 à 15 jours, les oisillons quittent le nid, mais ne savent pas encore vraiment voler et passent plusieurs jours sur les branches voisines à réclamer de la nourriture. Les parents continuent de les nourrir 1 à 2 semaines après l'envol. C'est la période la plus dangereuse. Un jeune sur une branche, qui crie bruyamment et vole mal, constitue une cible parfaite pour un épervier ou une pie. La mortalité, dans les premiers jours après avoir quitté le nid, est l'une des plus élevées de toute la vie de l'oiseau. Fait 39. Au cours de la saison, un couple de chardonnerets peut élever 2 voire 3 couvées. La reproduction commence tard, en mai ou juin, quand les plantes à graines sont déjà en pleine floraison. C'est plus tard que la plupart des autres passereaux de nos régions. La mésange commence à nicher dès mars, le merle en avril. Le chardonneret, lui, ne se presse pas, il attend. Fait 40. Cette reproduction tardive n'est pas un hasard. Le chardonneret attend que les graines nourrissant sa progéniture adulte arrivent à maturité. Les mésanges et les merles, qui nourrissent leurs petits d'insectes, commencent plus tôt. Le chardonneret est lié au calendrier des plantes, pas à celui des insectes. Une stratégie astucieuse, mais avec un point faible. Si l'été est froid et humide, la maturation des graines prend du retard, et la 3e couvée risque de ne pas avoir le temps de grandir avant l'automne. C'est le climat qui décide du nombre de petits d'une année donnée. Fait 41. L'espérance de vie moyenne du chardonneret dans la nature est d'environ 2 ans et demi. Ce n'est pas énorme, mais les records maximaux enregistrés grâce au bagage dépassent les 10 ans. Au Royaume-Uni, une fondation ornithologique a enregistré un chardonneret ayant survécu 9 ans et 2 mois dans la nature, tandis qu'en captivité, avec de bons soins, un chardonneret peut atteindre jusqu'à 20 ans. Fait 42. L'écart entre une moyenne de 2 ans et demi et un maximum de 20 ans, en conditions optimales, est de facteur 8. C'est comme si un être humain, dont l'espérance de vie moyenne est de 75 ans, pouvait dans des conditions idéales atteindre 600 ans. La nature sauvage est impitoyable. Elle ne vieillit pas, elle tue. Froid, faim, prédateurs, maladies, parasites. Chaque année de survie d'un chardonneret sauvage est un petit miracle statistique. Fait 43. Les principaux ennemis du chardonneret sont les éperviers, les chats,
les pies et les corneilles, qui pillent les nids. Un petit oiseau voyant en plein espace ouvert est une cible difficile à manquer. Rouge, jaune, blanc, ce ne sont pas des couleurs de camouflage. Selon certaines estimations, les chats domestiques tueraient chaque année des dizaines de millions d'oiseaux rien qu'au Royaume-Uni. La part exacte des chardonnerets n'est pas connue précisément, mais il compte parmi les 10 espèces les plus fréquemment victimes. Fait 44. Le chardonneret ne montre aucune agressivité active envers les prédateurs. Sa seule réaction face au danger est un cri d'alarme qui prévient la bande. Aucune attaque, aucun harcèlement collectif. Son seul salut, la vitesse et la vigilance. Il se distingue ainsi par exemple des hirondelles ou des étourneaux qui poursuivent activement les rapaces en plein vol. Le chardonneret n'est pas un héros. C'est un réaliste. Il sait que ses 16 grammes ne feront pas grande impression sur un épervier. Fait 45. L'hiver, les chardonnerets mènent une vie nomade. Ils n'entreprennent pas de longues migrations. Ce ne sont pas des hirondelles ni des cigognes. Les chardonnerets se déplacent sur des distances relativement courtes en suivant les sources de nourriture disponibles. Les populations du nord se déplacent vers le sud. Celles du sud restent souvent sur place. Les données de bagages montrent que la plupart des chardonnerets ne s'éloignent pas de plus de 500 km de leur lieu de naissance en hiver, mais il existe des exceptions. Un chardonneret bagué en Finlande a été retrouvé en Espagne, après avoir parcouru plus de 3000 km. Fait 46. Lors des hivers doux, les chardonnerets restent de plus en plus souvent en ville. Mangeoires, pelouses ensemencées, plantes ornementales à graines, tout cela rend la ville attrayante. L'urbanisation modifie les comportements migratoires sous nos yeux. Au Royaume-Uni, un vaste programme de suivi des jardins a montré qu'en 20 ans, le chardonneret est passé du statut d'hôte hivernal rare à celui de résident régulier des jardins. Une simple mangeoire à graines de Niger a accompli ce qu'aucune loi n'était parvenue à faire. Fait 47. Le chardonneret mue une fois par an. La mue complète survient après la saison de reproduction, à la fin de l'été. L'oiseau remplace progressivement tout son plumage. Durant cette période, il paraît en piteux état, chante moins et se montre plus discret qu'à l'accoutumée. La mue est un processus coûteux en énergie. Renouveler l'ensemble du plumage exige une quantité énorme de protéines et d'énergie. C'est pourquoi elle coïncide avec la fin de l'été, une période riche en graines, alors que le besoin de se reproduire s'estompe. Fait 48. Les jeunes chardonnerets n'ont pas de masque rouge sur le visage. Leur tête est couverte d'un plumage brun-gris discret, finement rayé. Les bandes jaunes des ailes sont déjà présentes, mais le visage reste neutre. Le masque rouge n'apparaît qu'après la première mue, à l'automne de leur première année. C'est comme un passeport pour l'âge adulte. Tant qu'on n'a pas le masque, on est jeune. On ne vous prend pas au sérieux. On ne vous chasse pas des mangeoires. On vous pardonne vos erreurs. Le masque, c'est le ticket d'entrée dans le monde adulte des chardonnerets avec tous ses privilèges et ses conflits. Fait 49. Je l'avoue, celui-ci a été une vraie découverte pour moi. Le chardonneret est l'un des très rares oiseaux sauvages que l'on croise régulièrement avec le canari domestique. L'hybride du chardonneret et du canari s'appelle mulet, et ce n'est pas un surnom, c'est un terme officiel en aviculture. Cette pratique de croisement est documentée depuis au moins le XVe siècle. Déjà à l'époque, les éleveurs italiens savaient que le résultat surpasserait les 2 par an, fait 50. L'objectif du croisement était de créer le chanteur parfait. Le mulet hérite de la puissance vocale du canari et de la richesse mélodique du chardonneret. On obtient un oiseau au chant extraordinaire, mais avec un coût. Tous ces hybrides sont stériles, comme les mulets dans le monde des chevaux, d'où le nom. Le canari possède 40 chromosomes, le chardonneret 34. Cette différence suffit à empêcher toute descendance fertile. Fait 51. Les femelles mulets ne chantent pas et ne peuvent pas se reproduire, mais elles sont utilisées comme nourrices. Elles élèvent des petits qui ne sont pas les leurs, avec un soin étonnant des mères nourricières stériles. Cela paraît triste, mais dans le monde de l'aviculture, c'est considéré comme une solution ingénieuse. Un instinct maternel, qui n'a nulle part où s'exprimer, se reporte alors sur des petits adoptés. Les éleveurs prisent beaucoup ces femelles, parfois même plus que les mâles chanteurs.
Fait 52. Pour être honnête, quand j'ai découvert ceci, j'ai dû vérifier 2 fois. Dans l'Angleterre victorienne, on capturait les chardonnerets à l'échelle industrielle. Dans une seule petite ville, Worthing, dans le comté du Sussex, environ 132 000 chardonnerets ont été capturés en 1860. 132 000 pour une seule petite ville. À titre de comparaison, la population de Worthing à cette époque était d'environ 10 000 habitants. 13 chardonnerets capturés par habitant. Une ampleur difficile à imaginer. Fait 53. On les capturait à la glu avec des filets à fermeture brusque et des pièges à ressort utilisant un oiseau comme appelant. Les méthodes étaient d'une redoutable efficacité. Pour beaucoup, c'était un vrai métier, pas un passe-temps. Les oiseleurs professionnels formaient une corporation à part entière, avec ses propres corps de métier et ses tournées saisonnières. Ils savaient tout et quand passaient les bandes, quel appelant fonctionnait le mieux, quel glu tenait le plus fort. Tout un artisanat bâti sur la privation de liberté d'autrui. Fait 54. Et voici le fait que je vous avais promis, celui qui change vraiment le regard qu'on porte sur tout ceci. Les chardonnerets capturés étaient souvent aveuglés. On leur brûlait les yeux avec une aiguille chauffée à blanc. Pourquoi ? On croyait qu'un oiseau aveugle chanterait sans jamais s'arrêter, puisque rien ne pourrait le distraire. Sans la vue, il ne reste que la voix, que le chant sans pause, sans repos, sans espoir. La pratique était si répandue qu'elle est mentionnée dans plusieurs débats parlementaires de la seconde moitié du XIXe siècle. Un oiseau dans le noir, qui ne sait plus distinguer le jour de la nuit, et qui chante donc sans discontinuer. Je me souviens qu'en lisant cela pour la première fois, j'ai dû m'arrêter quelques minutes, incapable de continuer. Fait 55. C'est justement cette capture massive de chardonnerets qui a été l'un des éléments déclencheurs de la fondation, au Royaume-Uni, de la Société de protection des oiseaux, devenue par la suite la Royal Society for the Protection of Birds, RSPB, l'équivalent britannique de notre LPO, la Ligue pour la protection des oiseaux. L'une des premières campagnes de cette organisation s'appelait « Sauvons le chardonneret » et elle a réussi. La loi britannique de protection des oiseaux sauvages de 1880, l'une des premières au monde en la matière, a été adoptée largement sous la pression de l'indignation publique face à ce qu'on infligeait aux chardonnerets. Un petit oiseau est devenu le catalyseur d'un immense changement juridique. Dites-moi franchement, connaissiez-vous cette page de l'histoire du chardonneret, sa capture massive et son aveuglement ? Écrivez en commentaire si cela vous a surpris, parce que moi, ça a été le cas. Fait 56. En peinture, le chardonneret est l'un des symboles ornithologiques les plus reconnaissables. Il apparaît sur des dizaines de tableaux de la Renaissance. La raison, la symbolique chrétienne. On associait la tache rouge sur son visage à une goutte du sang du Christ. L'historien de l'art américain Herbert Friedman a recensé, dans une monographie de 1946, plus de 480 tableaux de la Renaissance représentant un chardonneret. 480. Aucun autre zoo sauvage n'a reçu une telle attention de la part des peintres. Fait 57. Selon une légende médiévale, le chardonneret aurait tenté d'arracher une épine de la couronne du Christ pendant la montée au calvaire. Une goutte de sang serait tombée sur son visage et y serait restée pour toujours. Une belle histoire qui a fait du chardonneret un symbole de la passion et du sacrifice du Christ. Une autre version de la légende raconte que le chardonneret ne retirait pas l'épine, mais s'était posé sur la croix pour chanter, tentant de réconforter le Christ. Le sang de ses blessures serait tombé sur son visage. Les détails varient, mais l'essentiel reste le même. Un petit oiseau a voulu aider et en porte la marque pour toujours. Fait 58. Le tableau le plus célèbre représentant un chardonneret est la Madone au chardonneret de Raphaël, peinte vers 1506. On y voit le petit Jésus tenant un chardonneret dans les mains, que le petit Jean-Baptiste vient de lui tendre. Le tableau se trouve à la Galerie des Offices, à Florence, et c'est aujourd'hui l'une des toiles les plus visitées du musée. En 1548, la maison qui l'abritait s'est effondrée, et l'œuvre s'est brisée en 17 morceaux. Elle fut réassemblée, mais les traces de la restauration sont restées visibles pendant des siècles. Ce n'est qu'en 2008, après 10 ans de conservation, que le tableau a retrouvé un aspect proche de l'original.
Le chardonneret y a survécu à une catastrophe tout comme sur le tableau de Fabritius, une coïncidence difficile à ignorer. Fait 59. Mais il existe un tableau grâce auquel le chardonneret est réellement devenu célèbre au XXe siècle. Le chardonneret de Carel Fabritius. Une toile minuscule datée de 1654. Un petit oiseau posé sur une mangeoire, retenu par une fine chaîne fixée au mur. 33, 5 sur 22, 5 cm. Aujourd'hui, elle est exposée au musée Maurits suisse à La Haye. Fait 60. Fabritius fut l'élève de Rembrandt et le maître de Vermeer. Il est mort le 12 octobre 1654 lorsqu'un entrepôt de poudre à canon contenant environ 30 tonnes d'explosifs a explosé à Delft. L'explosion a tué une centaine de personnes, en a blessé des milliers et a détruit presque toutes les œuvres de Fabritius. Le chardonneret est l'une des rares peintures à avoir survécu. L'oiseau a survécu à la catastrophe qui a tué son créateur. L'explosion s'est entendue à 100 km à la ronde, a détruit un quart de la ville et une petite planche de bois portant un petit oiseau a néanmoins survécu. Les historiens n'expliquent toujours pas exactement comment. Fait 61. En 2013, l'écrivaine américaine Donna Tartt a publié le roman Le Chardonneret de Goldfinch, construit autour de ce même tableau de Fabritius. Le roman a remporté le prix Pulitzer en 2014. Un petit tableau, représentant un petit oiseau, est devenu le moteur de l'une des œuvres littéraires majeures de la décennie. Après la parution du roman, la fréquentation du musée Maurits suisse a nettement augmenté, et le chardonneret de Fabritius est passé, pour un public bien plus large, du statut de curiosité d'initié à celui de véritable icône populaire. Fait 62. Une coïncidence troublante. Au moment de sa mort, Fabritius peignait le portrait d'un diacre nommé Simon Decker. Le personnage principal du roman de Tartt porte lui aussi le nom de Decker. Tartt a qualifié cela de coïncidence divine et affirmé n'avoir découvert ce fait qu'après avoir donné ce nom à son personnage. À chacun d'y croire ou non. Mais pour un roman où destin et hasard s'entremêlent jusqu'à devenir indiscernables, cette coïncidence tombe à point nommé. Fait 63. Mais revenons à l'oiseau vivant. Le chardonneret est l'un des oiseaux les plus populaires au monde en tant qu'animal de cage. Dans les pays méditerranéens, en Afrique du Nord et au Moyen-Orient, la tradition de garder un chardonneret chez soi remonte à plusieurs siècles, et cette tradition pose aujourd'hui un problème majeur. Selon les estimations de l'organisation BirdLife International, entre 11 et 36 millions d'oiseaux seraient capturés ou tués illégalement chaque année dans la région méditerranéenne. Le chardonneret figure parmi les 10 espèces les plus recherchées. Cette tradition n'a d'ailleurs pas épargné la France. La capture et la détention de chardonnerets ont longtemps été très répandues, en particulier dans le sud du pays, avant que la législation ne vienne strictement les encadrer. Fait 64. En Algérie, en Tunisie et au Maroc, la capture du chardonneret n'est pas qu'un loisir, c'est une source de revenus. Selon des chercheurs de l'université de Cambridge, un chardonneret peut se vendre jusqu'à 50 € au marché noir. Pour une région où le revenu mensuel moyen avoisine parfois 150 € dans certaines zones, c'est un tiers d'un salaire pour un seul oiseau. Fait 65. Les chardonnerets des sous-espèces nord-africaines sont particulièrement prisés, on les estime meilleurs chanteurs que les Européens. Sur les marchés noirs français et belges, un tel oiseau peut atteindre jusqu'à 1 000 €. 1 000 € pour un oiseau de 16 grammes. Pour les trafiquants, l'arithmétique est difficile à ignorer. 10 oiseaux tiennent dans un sac à dos et valent le prix d'une voiture d'occasion. Le risque est minime, et même en cas d'interpellation, les sanctions restent sans commune mesure avec les profits réalisés. Fait 66. Selon une étude publiée dans la revue Scientific Reports, le chardonneret a perdu 56,7% de son aire de répartition en Afrique du Nord. Plus de la moitié du territoire qu'il occupait autrefois lui est désormais inaccessible. La capture industrielle a débuté au Maghreb occidental au début des années 1990 et ne s'est jamais interrompue depuis. Les chercheurs ont élaboré un modèle montrant que, si la tendance se poursuit, le chardonneret pourrait avoir totalement disparu de certaines régions du Maroc et de l'Algérie occidentale d'ici 2050. Fait 67.
La capture du chardonneret est interdite par la loi au Maroc depuis 1962, en Algérie depuis 2004, en Tunisie depuis 2007, mais dans les faits, la loi n'est presque jamais appliquée. Les oiseaux se vendent ouvertement sur les marchés et sur les réseaux sociaux. Sur Instagram et TikTok, des dizaines de comptes diffusent en direct des concours de chants de chardonneret, avec parfois les prix affichés. L'ère numérique n'a pas sauvé le chardonneret, elle a simplement offert aux braconniers une nouvelle vitrine. Fait 68. Les concours de chants sont un moteur particulier de la demande. En Asie du Sud-Est, ces concours sont apparus dans les années 1970 et se sont rapidement répandus dans le monde entier. Les prix, motos, voitures, sommes d'argent conséquentes. Pour un tel enjeu, capturer un oiseau qui chante mieux que les autres devient rentable. Les chardonnerets sauvages sont plus valorisés que ceux élevés en volière, car leur chant est plus riche et plus complexe. Une logique cruelle, mais compréhensible. Dans la nature, l'oiseau entend davantage de sons, apprend auprès d'un plus grand nombre de voisins, et son répertoire s'avère plus large que celui d'un oiseau élevé en captivité. Fait 69. En Belgique, les concours de chant de fringillidés font partie du patrimoine culturel national, une tradition officiellement reconnue. C'est ici que la frontière entre culture et menace pour l'espèce devient particulièrement mince. Il n'existe pas de réponse simple, et c'est l'une de ces situations où les solutions toutes faites ne fonctionnent pas. Les organisateurs affirment n'utiliser que des oiseaux nés en captivité. Les critiques répondent que la demande pour les champions stimule de toute façon la capture dans la nature. Les deux camps ont raison. Les deux camps se trompent. Fait 70. Au niveau mondial, l'Union internationale pour la conservation de la nature classe le chardonneret parmi les espèces de préoccupation mineure. Cela paraît rassurant, mais derrière ce statut se cache un chiffre. La population mondiale est estimée entre 101 et 155 millions d'individus adultes. Beaucoup, pour l'instant, le statut de préoccupation mineure ressemble un peu à une température corporelle de 37 degrés, apparemment pas encore de fièvre, mais quelque chose ne va déjà plus tout à fait. Fait 71. Car la tendance est à la baisse. La population totale diminue pas de façon catastrophique, pas d'un coup, mais de manière régulière. Et la situation varie fortement selon les régions. Au Royaume-Uni, le chardonneret s'est redressé grâce aux mangeoires et aux mesures de protection. En Afrique du Nord, il continue de disparaître. En Espagne et en Italie, il décline également sans que ce soit critique pour l'instant. Le tableau est aussi bigarré que l'oiseau lui-même. Fait 72. Au Royaume-Uni, l'histoire du chardonneret est l'un des rares succès en matière de protection des oiseaux. Du milieu des années 1970 au milieu des années 1980, la population a fortement chuté, avant qu'une croissance ne débute, en grande partie grâce à l'habitude prise par les jardiniers d'installer des mangeoires à graines de niger. Une mesure simple, à l'effet considérable. Les données du recensement britannique des oiseaux nicheurs montrent une progression de 80% de la population entre 1995 et 2020, 80% en 25 ans. Le chardonneret a prouvé une chose. Donnez-lui à manger, cessez de le capturer et il reviendra. Fait 73. Le chardonneret est une espèce indicatrice. Sa présence ou son absence dans votre jardin en dit long sur l'état de l'écosystème. Si des herbes sauvages à graines poussent alentour chardon, pissenlit, topinambour, le chardonneret aura de quoi se nourrir. Si tout est tondu, traité aux herbicides et planté de gazons d'ornement, il n'y aura rien à y chercher pour lui. Les écologues qualifient ce type d'espèce de « espèce parapluie ». Une seule espèce permet d'évaluer l'état de toute une communauté. S'il y a des chardonnerets, cela signifie qu'il y a aussi des insectes, des herbes grainées, des araignées et un minimum de biodiversité. Fait 74. Certains écologues contestent cette thèse, mais l'opinion dominante veut que l'une des causes du déclin du chardonneret en zone périurbaine soit la mode des pelouses propres et bien entretenues. Le pissenlit est considéré comme une mauvaise herbe. Le chardon plus encore, mais pour le chardonneret, c'est un garde-manger. On lui vole son repas, et ensuite on s'étonne qu'il ait disparu. L'ironie, c'est que le mot « mauvaise herbe » n'a aucune définition botanique.
Une mauvaise herbe, c'est simplement une plante qui pousse là où on ne la veut pas. Pour le chardonneret, il n'existe pas de mauvaises herbes, seulement de la nourriture. Fait 75. En captivité, le chardonneret s'apprivoise facilement. Avec un contact quotidien, l'oiseau s'habitue aux mains, commence à prendre la nourriture du bout des doigts et peut même venir se poser sur une épaule. Mais il lui faut une cage spacieuse, de la verdure fraîche et, impérativement, un bain. Les chardonnerets adorent se baigner. Sans bain quotidien, l'oiseau devient nerveux et commence à s'arracher les plumes. L'automutilation par arrachage de plumes est un trouble comportemental sérieux, presque toujours lié au stress. Le bain n'est pas un caprice pour le chardonneret, c'est une nécessité psychologique. Fait 76. En captivité, le chant du chardonneret peut être pratiquement ininterrompu, surtout dans une pièce bien éclairée. Les éleveurs affirment qu'un bon mâle chante jusqu'à 10 mois par an, ne se taisant que pendant la mue. À titre de comparaison, un rossignol en captivité ne chante guère plus de 2 à 3 mois. Le chardonneret est le marathonien du chant. Sa voix a accompagné, pendant des générations, le travail d'artisans européens qui gardaient une cage de chardonneret dans leur atelier. Cordonniers, tailleurs, horlogers travaillaient au son de son trille, tout comme nous travaillons aujourd'hui avec une playlist en fond sonore. Fait 70 sept. Dans les cultures turques et arabes, le chardonneret est un symbole de liberté perdue. Dans la poésie du Moyen-Orient, l'image du chardonneret en cage est une métaphore du prisonnier qui chante sa nostalgie, la beauté enfermée dans la privation de liberté. Cette image se répète depuis des siècles, des miniatures perses à la poésie palestinienne contemporaine. Le grand poète palestinien, Mahmoud Darwich, a utilisé l'image de l'oiseau en cage comme métaphore de l'occupation et de l'exil. Dans ses vers, le chardonneret n'est pas qu'un oiseau, il est le peuple tout entier. Fait 78. Dans la culture russe, le mot désignant le chardonneret est devenu un terme générique pour parler d'un dandy, d'un homme soigné, cherchant à se distinguer. On pense que ce mot vient du nom de l'oiseau, même si certains linguistes estiment que l'étymologie serait inversée, que l'oiseau aurait été nommé d'après le mot, et non l'inverse. Difficile de trancher avec certitude, et il n'existe manifestement pas de réponse univoque. Mais ce lien même, entre l'oiseau et un mot désignant l'élégance, montre à quel point les gens ont remarqué depuis longtemps ce dandy à plumes. Fait 79. Et celui-ci m'a surpris aussi. Le chardonneret est l'un des rares oiseaux qu'Antonio Vivaldi a directement mis en musique. Son concerto pour flûte en ré majeur, connu sous le nom de Il Gardellino, le chardonneret, a été composé vers 1728. La partie de flûte imite les trilles et les envolées du chant du chardonneret. La pièce dure environ 12 minutes. 3 siècles plus tard, elle est encore jouée dans le monde entier. Écoutez le deuxième mouvement, le largo. La flûte y dessine une mélodie douce, tendre, presque en apesanteur. Et si vous avez déjà entendu un vrai chardonneret, vous reconnaîtrez sa voix dans chaque note. D'ailleurs, le nom italien Gardelino et le vieux mot dialectal français gardelin, employé notamment sur le pourtour méditerranéen, partagent la même racine latine, cardus. Fait 80. Parmi tous les fringillidés, le chardonneret est l'un des plus résistants au froid. Il supporte tranquillement des températures allant jusqu'à -25, voire -30 degrés, à condition d'avoir accès à de la nourriture. Ses plumes et son duvet créent une isolation thermique qui n'a rien à envier à un sac de couchage en duvet. Pour un être pesant moins d'une cuillère à soupe de farine, c'est un chef-d'œuvre d'ingénierie. Le secret réside dans la structure des plumes. Chaque plume de contour possède une base duveteuse et le plumage ébouriffé crée un coussin d'air qui retient la chaleur. L'oiseau se transforme en petit thermos vivant. Et maintenant, une question pour vous. Si vous ne pouviez installer une mangeoire que pour une seule espèce d'oiseau, laquelle choisiriez-vous? Dites-le en commentaire. Moi, personnellement, après tout ce que j'ai appris en préparant cette vidéo, je choisirais le chardonneret. Fait 80 ans. Le chardonneret est un oiseau acrobate. Il sait se percher sur les tiges les plus fines et les plus mobiles en s'agrippant d'une seule patte, pendant que l'autre extrait les graines. Ses doigts sont longs, préhensils, munis de griffes acérées.
Pour un oiseau de cette taille, c'est un peu comme si un être humain marchait sur un fil tout en jonglant. Le doigt arrière du chardonneret est particulièrement long comparé aux autres fringillidés. Ce n'est pas un hasard. Un doigt arrière plus long offre une meilleure prise sur les tiges fines. L'évolution lui a littéralement allongé le doigt pour qu'il puisse atteindre son repas. Fait 82. Pendant la période d'alimentation, le chardonneret peut consacrer jusqu'à 90% de la lumière du jour à chercher et manger des graines. En hiver, quand le jour est court, l'oiseau se nourrit littéralement de l'aube au crépuscule. Une seule erreur, une seule journée infructueuse, et le bilan énergétique peut devenir négatif. Pour un oiseau de 6 grammes, il n'y a aucune marge de sécurité. Des études menées en Écosse ont montré que le chardonneret doit consommer, en hiver, au moins 2-5 grammes de graines par jour, environ 15% de sa propre masse corporelle. Imaginez devoir manger chaque jour 10 à 15% de votre poids en nourriture rien que pour ne pas mourir de froid. C'est exactement ainsi que vit le chardonneret de novembre à février. Fait 83. Le chardonneret sait extraire les graines du chardon, une plante dont les capitules sont hérissées d'épines dures et crochues. Là où d'autres oiseaux ne se donnent même pas la peine d'essayer, le chardonneret opère avec son bec comme avec un instrument chirurgical. Son bec conique s'insère entre les épines et retire la graine sans abîmer ni son bec ni le capitule de la plante. Le chardon, d'ailleurs, servait autrefois à carder la laine, ses épines étaient assez dures pour remplacer des peignes métalliques. Et le chardonneret travaille au milieu de ses épines à bec nu, tel un joaillier au milieu des aiguilles. Fait 84. Le chardonneret n'est pas un migrateur au sens strict. C'est un oiseau erratique, nomade. La différence est importante. Un oiseau migrateur retourne chaque année sur le même site d'hivernage. Un oiseau erratique se déplace de façon chaotique en suivant la nourriture. Aujourd'hui, une bande de chardonnerets cherche sa pitance dans un champ à 100 km de chez vous. Demain peut être juste sous votre fenêtre. Tout dépend de la récolte de graines. Les scientifiques appellent cela le nomadisme. Et chez le chardonneret, ce n'est pas de l'errance, mais un calcul précis. L'oiseau va là où se trouve la nourriture, pas là où il était l'année précédente. Fait 85. Une nuance intéressante. Plus l'hiver est rigoureux, plus les chardonnerets s'éloignent vers le sud. Mais si l'hiver est doux et que la ville regorge de mangeoires, les oiseaux ne partiront peu, être nulle part. Nous-mêmes, sans même nous en rendre compte, modifions des routes migratoires façonnées depuis des millénaires. C'est un peu comme ouvrir un supermarché ouvert 24 ais. 24 qui changent les habitudes de tout un quartier. Pourquoi voyager quand tout est déjà à portée de main? Fait 86. Le chardonneret évalue la maturité des graines par la vue et le toucher. Il se pose sur une fleur, la touche du bec et décide, prendre ou pas. Les graines immatures, trop humides, ne l'intéressent pas seules. Les graines sèches, parfaitement mûres, à teneur maximale en huile, retiennent son attention. Des expériences ont montré que le chardonneret distingue des graines dont l'humidité ne diffère que de 5 à 7%, une différence qu'il perçoit avec son bec en une fraction de seconde. Un contrôle qualité que bien des ingénieurs pourraient lui envier. Fait 80 cep. En milieu urbain, les chardonnerets ont conquis de nouvelles sources de nourriture insoupçonnées de leurs ancêtres. Graines de tournesol décoratif, de cosmos, d'échinacée, de sauge. Chaque massif de fleurs devient une base d'alimentation potentielle. Si vous ne coupez pas les fleurs fanées à l'automne, vous nourrissez peu, être déjà des chardonnerets sans le savoir. Sur les forums de jardinage, j'ai trouvé un conseil qui me plaît beaucoup. N'arrangez pas votre jardin pour l'hiver. Laissez-le pour les chardonnerets. Le meilleur conseil de jardinage que j'ai jamais entendu. Fait 88. Franchement, ça paraît presque incroyable, mais le chardonneret peut exécuter jusqu'à 700 mouvements de bec par minute lorsqu'il extrait des graines. 700, c'est près de 12 mouvements par seconde, une vitesse que l'œil peine à percevoir. À titre de comparaison, un pic vert donne environ 20 coups de bec par seconde, mais le pic frappe, tandis que le chardonneret extrait. Chaque geste est d'une précision microscopique, non pas un coup, mais un mouvement de pince, répété 700 fois par minute. Fait 89. Les chardonnerets, comme de nombreux fringillidés,
forment ce qu'on appelle des dortoirs collectifs, des endroits où des dizaines d'oiseaux se rassemblent pour passer la nuit dans un même buisson ou un même arbre, corps contre corps. Ce n'est pas une simple commodité, mais une stratégie de survie. Le regroupement nocturne réduit la perte de chaleur et augmente les chances de chaque individu de survivre à une nuit froide. Les ornithologues ont observé des dortoirs où jusqu'à 60 chardonnerets ont passé la nuit sur un même buisson de ronces. 60 oiseaux sur un seul buisson. Le matin, ils se dispersent. Le soir, ils se retrouvent. Le buisson devient une véritable résidence étudiante. Fait 90. Chez le jeune chardonneret, la première mue est un moment clé de sa vie. Avant elle, il est gris, discret, presque invisible. Après elle, il devient vif, reconnaissable, avec son masque rouge et ses ailes dorées. La transformation dure plusieurs semaines et se déroule progressivement, comme le développement lent d'une photographie. Chaque jour, l'oiseau devient un peu plus lui-même. D'abord apparaissent des plumes rouges à la base du bec, puis le masque s'étend vers les yeux, puis vient la calotte noire. Les plumes de couverture des ailes se renouvellent en dernier. Une fois le processus achevé, c'est un tout autre oiseau qui se tient devant vous. Le même, mais différent. Fait 91. Au Moyen Âge, le chardonneret était l'un des rares oiseaux sauvages que les moines avaient le droit de garder dans les monastères. On le considérait comme l'oiseau du Christ, symbole de constance spirituelle, petite créature portant sur son visage le sang de la rédemption. Pour le moine reclus, il était un rappel vivant du sacrifice et de l'humilité. Dans plusieurs monastères italiens, on peut aujourd'hui encore admirer dans les réfectoires des fresques représentant des chardonnerets conservées depuis le XVe siècle. Fait 92. Des recherches génétiques ont montré que le chardonneret est une espèce plus ancienne qu'on ne le pensait. Sa lignée évolutive se serait séparée de l'ancêtre commun des fringillidés il y a environ 2,5 millions d'années. À titre de comparaison, l'espèce Homo sapiens existe depuis environ 300 000 ans. Le chardonneret était déjà là bien avant nous. Il a traversé toutes les glaciations du Pléistocène, les avancées et les reculs des glaciers qui ont redessiné la carte de l'Europe tous les 100 000 ans. Les forêts ont changé, les rivières ont changé, les côtes ont changé. Le chardonneret, lui, est resté. Fait 93. Voici un autre détail qui m'a surpris. La surface de la tache rouge sur le visage du chardonneret est corrélée à son statut social au sein de la bande. Les mâles au masque plus grand remportent plus souvent les conflits liés à la nourriture. La tache rouge n'est pas seulement un ornement, c'est une carte de visite de guerrier. Les autres chardonnerets décodent instantanément cette information et renoncent souvent au combat sans même en venir aux mains, un simple signe de rang inscrit sur le visage. Une étude espagnole a montré que si l'on réduit artificiellement la tache rouge au marqueur, l'oiseau perd immédiatement son statut dominant. Si on l'agrandit, il commence à remporter des conflits qu'il perdait auparavant. La taille du masque décide de tout. Pas la voix, ni la taille du corps, ni l'expérience, seulement une tache de rouge sur le visage. Fait 94. Le pollen et les graines que le chardonneret transporte sur ses plumes et ses pattes en font un pollinisateur involontaire de nombreuses plantes sauvages. Il n'est ni abeille ni papillon, et sa contribution à la pollinisation reste modeste, mais elle existe bel et bien. Chaque oiseau est un maillon minuscule d'une chaîne plus longue et plus complexe qu'il n'y paraît. Paradoxalement, en mangeant les graines, le chardonneret aide en même temps les plantes à se répandre. Une partie des graines traverse son système digestif intact et germe loin de la plante mère. Le chardonneret mange et sème à la fois un consommateur qui est aussi un semeur. Fait 95. Dans la tradition palestinienne, le chardonneret est appelé hassoun et compte parmi les oiseaux les plus appréciés. Des chercheurs palestiniens font remarquer que cet attachement culturel au chardonneret est si fort qu'il le protège et le menace à la fois. On l'aime tant qu'on veut le garder chez soi, et c'est justement pour cela qu'on le capture. Un amour qui tue un paradoxe où personne n'est réellement coupable. Hassoun est aussi un prénom masculin populaire que les parents donnent à leur fils en hommage à l'oiseau. Ce n'est pas seulement de l'attachement, c'est une part d'identité. Fait 96. Les ornithologues contemporains
utilise le chardonneret comme modèle d'étude pour comprendre l'impact de l'urbanisation sur le chant des oiseaux, la modification de la fréquence du chant en ville, l'adaptation au bruit de fond, les différences de répertoire entre populations urbaines et rurales. Tout cela, les scientifiques l'étudient précisément chez le chardonneret, un petit oiseau élégant, véritable laboratoire scientifique sur elle. Au moment de la rédaction de ce script, une simple recherche sur Google Scholar au sujet du chant urbain du chardonneret fait apparaître plus de 200 publications scientifiques, 200 études sur le chant d'un petit oiseau en ville. Le chardonneret, sans même le savoir, s'est bâti une véritable carrière scientifique. Fait 97. Si vous voulez attirer des chardonnerets chez vous, ne tondez pas les pissenlits. Laissez une bande d'herbes folles, plantez des chardons ou des cosmos. Installez une mangeoire à graines de niger, avec impérativement de petites ouvertures qui empêchent les gros oiseaux d'accéder à la nourriture. Les chardonnerets ont un bec fin, ils ont besoin d'un accès étroit. Et armez-vous de patience. Les chardonnerets sont méfiants. Ils peuvent se manifester après une semaine, comme après un mois. Mais une fois qu'ils sont venus, ils retiennent l'endroit. Les chardonnerets reviennent là où ils ont trouvé de la nourriture. Votre jardin peut devenir une étape régulière de leur parcours. Une seule condition, ne cessez jamais de remplir la mangeoire. Un oiseau arrivé devant une mangeoire vide risque de ne plus jamais revenir. Fait 98. Le paradoxe du chardonneret, c'est qu'il est l'un des oiseaux les plus répandus, les plus visibles et les plus beaux de notre continent. Et pourtant, la plupart des gens n'en savent presque rien. On ignore comment il chante, on ignore qu'il vit juste à côté de nous, on ignore qu'on le capture, qu'on le vend, qu'on l'a aveuglé. On ignore qu'il a inspiré Raphaël, Vivaldi et une lauréate du prix Pulitzer. Le chardonneret est un oiseau que tout le monde a vu, mais que personne n'a vraiment remarqué. C'est là, il me semble, la vraie leçon. Nous sommes entourés d'une beauté que nous ne remarquons pas, non pas parce qu'elle est rare, mais parce que nous avons désappris à regarder. Fait 99. Le chardonneret nous enseigne quelque chose d'important. La beauté n'est pas synonyme de fragilité. La petite taille n'est pas synonyme de faiblesse. L'agressivité n'exclut pas la grâce. C'est un guerrier vêtu en courtisan, un querelleur à la voix d'ange. Un être qui a survécu aux glaciations, survécu à des siècles de capture, survécu à la disparition des forêts et des champs, et qui, malgré tout, commence chaque matin par une chanson. Fait 100. Si un chardonneret chante dans votre jardin, c'est que le monde autour de vous n'est pas encore totalement abîmé. Cela veut dire qu'il reste des mauvaises herbes que personne n'a arrachées, qu'il reste des arbres sur les branches desquels on peut encore tisser un nid de toiles d'araignée et de duvet, qu'il reste un petit coin de chaos que nous n'avons pas eu le temps de peigner. Le chardonneret n'est pas seulement un oiseau. C'est le témoin vivant que la nature a encore une place à nos côtés et tant qu'il chante, cela signifie qu'il y a de l'espoir pour lui et peut être pour nous aussi. Merci de votre attention. Nous publions ce genre d'histoire chaque semaine sur la chaîne Secrets de la nature sauvage. Abonnez-vous pour ne rien manquer et laissez un pouce bleu si ça vous a plu. À très bientôt.